Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Jean-Louis Zambert, comment les États-Unis ont construit leur domination sur le monde? Et vous d'ailleurs citez Ralph Peters, qui est un ancien lieutenant-colonel et qui s'exprimait déjà en 97 en disant des choses assez curieuses. Oui, Ralph Peters était un- un membre du club qui s'appelait pour le nouveau siècle américain, c'est-à-dire qui réunit toutes les milieux impérialistes de Washington, parce qu'il n'y a pas que des impérialistes, mais ce sont eux qui sont au pouvoir maintenant depuis de nombreuses décennies, et qui expliquent très franchement, très carrément, que pour assurer une économie ouverte aux sociétés transnationales, il faut employer tous les moyens, et il le dit texto, commettre un bon paquet de massacres. Le discours qui est tenu par les dirigeants des États-Unis, c'est nous voulons promouvoir la démocratie, nous agissons dans le cadre de la défense pour défendre les valeurs occidentales, mais en réalité, je veux dire, ça pardonnez-moi l'expression, mais c'est du pipeau. Oui, c'est le Euh, vernis, on, ouais. oui, voilà, on voit bien du reste comment, au travers des différents conflits que les États-Unis ouvrent à travers le monde, que la démocratie est le dernier de leurs soucis et qu'en général, les régimes qu'ils mettent en place après avoir mené des guerres, après avoir détruit des pays entiers, le peu de démocratie qui pouvait exister dans ces pays a été rayé de la carte et ce sont des régimes, euh, des dictatures pratiquement qui sont mises en place. Regardez dans quel état est la Libye aujourd'hui. Regardez l'Irak, voyez tout ce qui se passe en Afrique, ce qui s'est passé en Amérique latine. Euh, Qu'est-ce et qui a été fait justement, puisque l'Allemagne et la France étaient les pays garants du voilà. respect de ces accords? Qu'ont-ils fait pour que ces accords soient en effet respectés? Ah bah, ce qu'ils ont fait, ils ont fourni des armes. Ça veut dire qu'ils ont non seulement admis que les accords n'étaient pas respectés, ils ont refusé toute démarche diplomatique pour contraindre Kiev à respecter les accords qui avaient été signés, les accords de Minsk. Mais en plus de ça, quand l'ancien président Poroshenko s'est vanté en disant n'importe comment, pour nous, les accords de Minsk, c'était juste un moyen de gagner du temps, le temps de nous réarmer pour pouvoir affronter la Russie. Hein, je cite de mémoire. Et Zelensky, qui est venu après, qui est une marionnette entre les mains des États-Unis, je veux dire, il a poursuivi et puis bon, il y a un aspect psychiatrique dans son comportement. Même les États-Unis aujourd'hui ne savent plus comment se débarrasser de lui, je veux dire. Vous dites, vous expliquez que les États-Unis se glorifient toujours d'aider l'Ukraine, mais en fait, c'est quoi la contrepartie de toutes ces aides? Alors justement, c'est ce que souligne quand je l'ai interviewé euh, John Perkins, qui était un ancien assassin économique, et il me dit il faut bien préciser, ces aides, ce ne sont pas des dons, ce sont des prêts. Parce que l'essentiel dans un conflit comme celui qui a été déclenché par les États-Unis, où que ce soit contre la République, l'ancienne République fédérative de Yougoslavie ou contre l'Ukraine, c'est de créer une dette de manière à ce que l'État, après, soit obligé de rembourser ses dettes. Et quand tout est détruit pratiquement et que l'État ne peut plus rembourser ses dettes, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on lui dit, bon, bah, écoutez, en guise de remboursement, bon, je schématise, hein, vous allez privatiser tel secteur des télécommunications qui nous intéresse. On a ici une société transnationale qui peut se permettre de moderniser, de reprendre, de reconstruire et de moderniser ce que nous avons détruit. Ce John Perkins que vous évoquez souvent dans votre ouvrage, est-ce que vous pouvez nous le présenter en deux mots? C'est très important. Ouais, c'est quelqu'un de remarquable qui a été très courageux. Il a travaillé pendant près de 15 années comme assassin économique. Il a été recruté dans les années 70 par le groupe Betchel. Il a été recruté en réalité par un agent de la NSA, National Security Agency. Et John était recruté donc pour travailler pour le groupe Betchel. Et il travaillait lui au départ principalement sur l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Et l'un de ses premiers travaux, et il s'en est aperçu après, parce qu'on lui disait de partir. Lui, il allait tranquillement, il pensait qu'il s'agissait euh, de trouver des marchés pour des firmes des États-Unis. Mais en réalité,
c'était bien autre chose qui est venu après, où il a été en contact avec des gens du renseignement qui sont carrément présents à l'intérieur de ces groupes et qui lui disaient, mais John, tu comprends bien que si on veut ce marché, il faut qu'on liquide tel aspect, faut provoquer un trouble financier, si on veut s'accaparer ce marché. Et il a continué pour voir jusqu'où ça pouvait aller. Et il a vu des choses catastrophiques. Et c'est évident qu'au bout d'un moment, il a dit, mais là, moi, je n'agis plus dans l'intérêt des États-Unis. Là j'agis au profit de groupes financiers qui n'ont rien à faire de la situation des États-Unis, qui sont juste là. C'est un véritable pillage, comme il me l'a dit. Donc, au départ, le président Macron a été, et puis en plus, il a été ainsi introduit par ses banquiers à la Rothschild. Entre 2008 et 2012. Voilà, un jeune inspecteur des finances, la Rothschild. Puis à la banque Rothschild, bon, il a fait un bon coup une fois, Oui, puisqu'il le a fait rachat de la branche nutrition infantile de Pfizer par Nestlé. voilà. Alors Au, après, il au nous dit qu'il a que 1,5 million d'euros de capital, mais il aurait le contrat se montait à 10 milliards d'euros. oui, c'est ça. Et Jean-Pierre Chevalier nous a expliqué que selon les commissions que les agents Rothschild devaient percevoir, le chef de l'État n'avait certainement pas que 500 000 euros sur son compte en banque. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Alors, ce qui serait intéressant, après, ce qu'il faut s'intéresser, c'est aux comptes offshore. Mais ils sont pas évidemment au nom du président Macron, hein. Là, il faut. Dans la mafia, ils ont trouvé un truc. Dans certaines organisations mafieuses, les comptes sont généralement ouverts au nom de jeune fille de l'épouse de celui qui dirige le clan.